Alors parce que nous voyons monter dans notre société des affirmations identitaires, une revendication du droit à la différence qui pourrait se traduire par la différence des droits et la reconnaissance donc de minorités en lieu et place du principe d'égalité donc qui trône au sommet de notre Constitution et qui est un élément fondamental, un principe républicain essentiel, donc qui façonne notre lien social et conditionne notre cohésion nationale. Et donc il s'agit d'un choix de société finalement. Et on voit au milieu de ces affirmations identitaires, cette montée des affirmations identitaires, bon, qui correspond à une société de plus en plus hétérogène, il faut bien le dire, qu'elle ne l'était il y a un certain nombre d'années, avec une grande diversité de population, par rapport à laquelle il est plus difficile effectivement de créer les conditions de tous se reconnaître dans la même société, et puis en même temps aussi des divisions qui sont liées au développement de la société en termes de statut et de rôle, puisque la société continue aussi de se transformer. Et donc, effectivement, dans ce contexte, on a vu s'affirmer de plus en plus la volonté de certains de tirer parti de cette situation pour essayer d'imposer un nouveau modèle de société, qui est le modèle du multiculturalisme à l'anglo-saxonne, de division selon les différences, donc en communautés concurrentes de droits, en lieu et place de l'égalité citoyenne. Et donc c'est sans doute la première des raisons pour lesquelles il était nécessaire de réagir à ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire à la faveur de cette montée des affirmations identitaires, du retour de la race dans le débat public, inversant en quelque sorte le combat antiraciste, au lieu de le mener au nom de l'universalisme et de l'égalité entre tous, eh bien, ce racialisme revendique le fait de la reconnaissance, en fait, justement, des minorités, et donc agit en faveur d'une séparation sur le fondement des différences qui serait suicidaire pour notre société, puisque ce serait ces gens qui se réclament d'être de gauche favoriseraient finalement la division des forces sociales et créeraient toutes les conditions donc pour un règne encore plus fort de ce libéralisme que l'on est censé combattre lorsqu'on lutte contre les inégalités et les discriminations. Et donc, au contraire d'une solution, ce serait véritablement une impasse, comme le dit cette tribune. Elle est importante parce qu'aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation des forces progressistes, humanistes, qui défendent les principes et valeurs de notre République, dont la laïcité, le fait de porter la loi commune au-dessus des différences, de créer les conditions que l'État ait de séparer des religions ne voit que des citoyens, et donc précisément, ne voyant que des citoyens, applique le principe d'une même loi pour tous, et donc il était très important de mobiliser autour de ces principes et valeurs les forces vives qui se reconnaissent dans la laïcité, de nombreux intellectuels qui font partie des appelants, mouvements, associations, dont on peut dire que l'essentiel de ces forces sont réunies autour de cet appel, co-signé avec République souveraine, sociale, laïque et écologique, qui a initié, effectivement, qui l'a initié, dans cet état d'esprit de créer les conditions de renverser le rapport de force donc actuel, puisqu'on entend beaucoup relayé par les médias ce nouvel antiracisme, entre guillemets, qui concourt donc par ce retour de la race dans le débat public à une fragmentation de la société qui la réclame à travers la reconnaissance des minorités, qui effectivement est tout le contraire de cet universalisme républicain qui entend justement, ne voyant que des citoyens, protéger l'unité du corps politique souverain et donc du peuple pour qu'il continue de jouer son rôle et de permettre donc de protéger les acquis sociaux qui sont les nôtres et aussi, le cas échéant, de pouvoir en conquérir de nouveau, ce qui ne peut être fait qu'en réunissant effectivement ces forces vives, ce qu'on a tenté de faire et qui est la première étape en quelque sorte à une action qui doit se poursuivre. Bien, tout d'abord, au regard de cet appel lui-même, il s'agit de continuer à créer les conditions par-delà les personnalités, associations, mouvements qui l'ont signé et qui apparaissent dans les premiers appelants, c'est de faire en sorte que on continue donc de le signer massivement, car il en va
d'élever au niveau des enjeux, eh bien, effectivement, ce rapport de force qui doit être renversé aujourd'hui. D'autant plus que nous savons que dans toutes les enquêtes d'opinion, 70 à 80% des Français se déclarent soutenir cette République laïque et sociale. Donc, il s'agit de créer les conditions de ce rapport de force par rapport à des minorités agissantes qui sont trop entendues et que les médias portent de manière excessive au regard de la réalité de ce qu'est notre pays, de ce qui constitue réellement ses fondements et ce de quoi il se réclame, et d'ailleurs ce que partagent l'ensemble de ceux qui sont sur notre territoire et se bénéficient de cette même loi pour tous, quel que soit le domaine, politique, civil ou du point de vue des droits économiques et sociaux. Et donc c'est cela qu'il s'agit effectivement de protéger en continuant de rassembler ceux qui peuvent se reconnaître dans cet appel pour continuer de peser dans ce sens. Et donc oui, il s'agit de continuer à faire signer et à populariser cet appel. Alors, tout d'abord, effectivement, cet appel en lui-même est important, mais il n'a d'importance que vis-à-vis de quoi il donne une perspective. Et cette perspective, c'est celle de créer les conditions d'une grande initiative publique laïque à la rentrée prochaine, avec l'ensemble de ceux, des appelants, associations, mouvements, donc, qui se sont rassemblés autour des idées qui sont celles de cet appel, de telle manière à créer les conditions de pousser plus loin cette action et créer les conditions d'un nouveau grand rassemblement, car ce sera là, à ce moment, seulement un premier rendez-vous vis-à-vis d'un enjeu qui doit continuer à nous porter, car cette République laïque et sociale, même si elle existe aujourd'hui, on pourrait la pousser beaucoup plus loin. On le voit à travers la réalité des inégalités sociales, mais aussi des discriminations qui peuvent traverser l'existence de certains, les toucher. Et donc, ce mouvement doit porter plus loin, non seulement pour défendre l'existant, mais pour aussi permettre de créer les conditions d'une société qui gagne donc en cohésion, en dépassant les contradictions qui sont celles propres aux inégalités sociales et aux discriminations. Alors je ne crois pas qu'on puisse affirmer que l'intégration soit en panne. Par contre, elle rencontre de vraies difficultés qui sont liées aussi tout simplement au fait que nous sommes un pays qui accueille de plus en plus, il faut bien le dire, de populations diverses, venues donc de différents horizons de pays, de plus en plus éloignés, donc avec des cultures parfois aussi effectivement éloignées de la nôtre, qu'on ne peut pas oublier de prendre en compte. Un quart des parents des migrants n'ont jamais été scolarisés, donc arrivent dans des conditions difficiles, souvent intégrant des couches populaires. Donc effectivement, le chemin de l'intégration n'est pas nécessairement facile, d'autant plus dans un contexte de crise économique et sociale que nous connaissons. Mais du point de vue de ce que l'on peut connaître, ce que nous disent les études, on sait aujourd'hui que l'intégration n'est pas en panne. Si on prend l'enquête Trajectoire et Origine qui avait été réalisée par l'INED au début des années 2010, qui nous dit si pour ceux qui arrivaient sur notre territoire, 7% seulement faisaient partie des couches intermédiaires, eh bien pour les fils, il en allait de 27%, et pour ce qu'il en était des cadres, seulement 4% donc des immigrés faisaient partie de cette catégorie, et 14% pour leurs enfants. Donc on voit qu'il y a un progrès réel d'une génération à l'autre en matière d'intégration et de promotion sociale, bien sûr dû à l'école républicaine et à une conception justement qui est celle d'une société qui doit valoriser les talents et permettre au mérite à chacun de pouvoir trouver sa voie dans notre société, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion, et surtout ne pas lâcher sur ce principe qui est le seul qui permet
en réalité véritablement cette promotion, mais qui bien sûr rencontre des difficultés aujourd'hui, comme je viens de le préciser, avec eh bien une dégradation du tissu économique et social qui ne peut pas ne pas être sans impact, mais on peut constater que chaque année, on intègre une nouvelle génération de jeunes qui sortent des études sans que cela fasse progresser le chômage, et qui sont pour beaucoup aussi des jeunes issus de ces milieux de l'immigration et des milieux populaires. Et rappelons que l'Observatoire des inégalités dit bien que, donc à classe sociale égale, les enfants d'immigrés réussissent aussi bien que les enfants de non-immigrés, montrant que c'est plutôt la question de la classe sociale qui est un enjeu, de l'intégration, plutôt que la question de l'origine, par exemple, ou des discriminations, même si il reste que c'est un enjeu tout à fait important qu'il s'agit évidemment de ne pas sous-estimer et de prendre en compte dans les parcours de ces personnes, de telle manière à ce que des discriminations ne viennent pas s'opposer à leur possibilité d'intégration et de promotion sociale. Alors non, parce que l'affaire George Floyd s'est produite aux États-Unis, un pays qui a connu la ségrégation très longtemps après l'esclavage et qui a encore du mal à intégrer des populations qui pourtant sont depuis bien longtemps installées sur le territoire américain, mais en raison justement d'une société divisée en communautés et donc sur le mode du multiculturalisme. Et donc, ne serait-ce que en raison de cette effectivement, de ce premier constat, on ne peut pas comparer la situation française avec la situation américaine, mais aussi parce que c'est une société du coup très violente que la société américaine. Pour environ 300 millions d'habitants, il se trouve que 1000 personnes décèdent dans leur confrontation avec la police. Si on veut comparer avec les chiffres en France, on est autour d'une vingtaine de personnes, et en France, aucun de ces décès ne peut être attribué à la notion de crime racial. Donc, effectivement, on doit avoir raison gardée et ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Pour autant, il existe des violences policières. On l'a vu particulièrement avec le mouvement des Gilets jaunes. Il existe aussi indéniablement pour un jeune africain ou un jeune d'origine arabe un risque plus grand d'être contrôlé, hein, de subir des contrôles policiers. Considère que ça va entre 3 et 11 fois plus de chances. Alors, bien sûr, en prenant en considération le fait qu'une personne, donc effectivement, de 45 ans, de couleur, a beaucoup moins de chances, habillée, je dirais de manière assez simple, a beaucoup moins de chances d'être contrôlé que quelqu'un qui se promène avec une capuche sur le nez, particulièrement un jeune de moins de 20 ans. Donc il y a aussi des conditions qui peuvent effectivement plus créer les conditions de ce type de contrôle, mais pour autant, effectivement, on ne doit pas sous-estimer cette situation et on doit créer les conditions d'un traitement égal pour tous et d'éviter ces différences qui ont été identifiées, qui sont à la marge de la réalité de ce que peut être la police, où on constate aussi parfois dans des réseaux sociaux internes l'usage de formes de racisme, enfin, où on voit s'exprimer aussi une certaine, voilà, une vision discriminante au regard de populations qui sont installées sur notre territoire. Donc effectivement, on doit être très vigilant et ne rien laisser passer. La police doit être exemplaire au regard du rôle qui est le sien, mais pour autant, on saurait effectivement donc assimiler ce qui se passe en France avec ce qui peut se passer aux États-Unis. Alors la lutte contre le racisme ne saurait être une lutte donc qui se revendique de l'appartenance à une race ou à une minorité, à un groupe au nom de sa différence, ne défendant que celle-ci au regard d'enjeux qui sont des enjeux sociaux qui concernent l'ensemble de la société. C'est bien pour cela que la lutte contre le racisme, telle qu'elle est pensée au sens républicain du terme, ne peut être qu'une lutte universaliste, c'est-à-dire en faveur de l'égalité de tous. Et donc, pour permettre que chacun intègre le corps
donc politique des citoyens puissent à égalité bénéficier des mêmes droits et aussi répondre évidemment aux mêmes exigences, aux mêmes devoirs pour faire société. C'est aussi très important parce que si nous allions dans ce sens du racialisme, ce serait aller dans le sens d'un séparatisme qui veut que, selon chacun sa différence, nous nous retrouverions chacun dans des communautés différentes. Et derrière le mur des communautés, les droits et libertés individuelles disparaissent et l'autonomie de choix de la personne. Et ce qu'il s'agit de protéger, c'est précisément cette autonomie de choix. C'est que chaque personne ne soit pas discriminée pour pouvoir librement décider d'elle-même et s'émanciper de ce qui peut peser sur elle du point de vue de la tradition, de l'origine, de la couleur, de la religion, et d'être libre de ses choix. Et donc cela ne peut passer que par cette lutte en faveur donc de cet individu considéré comme donc de portée universelle, de ce combat de portée universelle qui défend d'abord donc l'individu et sa liberté, et non pas des groupes derrière lesquels, au contraire, cette liberté risque d'être perdue. Alors, la laïcité reste un combat permanent parce que, par-delà l'acquis de la loi de séparation du 9 décembre 1905, qui a fait de l'État un État impartial, qui ne voit que des citoyens, et en même temps qui a réaffirmé par là le principe d'égalité de tous devant la loi, eh bien ce souffle de la liberté, s'il a permis de conquérir des acquis sociaux à travers des grandes revendications ouvrières qui se sont traduites dans la création de la sécurité sociale, par exemple des prestations sociales pour toutes les familles, donc qui font de la France un pays du point de vue des droits économiques et sociaux qui est le premier pays au monde. Il faudrait qu'on en ait tous conscience, y compris en matière de droit du travail, de protection du salarié, du travailleur. Eh bien, pour autant, le libéralisme aujourd'hui, à la faveur de la montée de ces affirmations identitaires qui divisent les forces sociales, eh bien, reprend du poil de la bête. Et donc, non seulement il faut rester vigilant, parce qu'il y a le risque, bien sûr, que dans cette situation, des acquis soient repris. On le voit bien aujourd'hui, bien de nos acquis, ne serait-ce que, on le voit à propos des retraites, qui sont aujourd'hui remises en cause, comment, donc, on voit attaquer des acquis sociaux, mais aussi, si nous voulons en conquérir de nouveaux, eh bien, il faut rassembler, mobiliser les forces sociales. Et la laïcité est un axe de mobilisation, puisque c'est précisément se mobiliser autour du principe d'égalité, porter au-dessus des différences, une égalité qui doit profiter à tous, à travers non seulement ce qui a été conquis, mais ce qui est encore à conquérir, parce que cette république laïque et sociale, elle est aujourd'hui mise en cause par le retour du religieux, entre autres, mais aussi parce qu'elle reste un combat pour la pousser jusqu'au bout et qu'elle soit pleinement cette république laïque et sociale que nous pouvons souhaiter, qui contient des principes et des valeurs humanistes, mais qui sont loin d'avoir atteint la plénitude de leur but.